La plupart des crypto-monnaies se portent plutôt bien, moins bien qu'au premier trimestre 2024, qui a été fort, hein, je vous le rappelle, avec le l'ETF Bitcoin, c'est tout le marché qui s'est levé, et ensuite ça s'est calmé, on le sait très bien, l'été est calme, mais c'était sans compter sur une agitation folle, principalement portée par les élections américaines, et également une autre actualité, l'ETF Ether. Alors je le rappelle, les ETF sont des produits financiers qui, pour faire très simple, permettent aux institutions et aux entreprises du monde entier d'investir sur un produit financier traditionnel. En gros, acheter des bitcoins, acheter des ethers, savoir les comptabiliser, les détenir, c'est compliqué. Par contre, acheter un ETF, c'est clair. On connaît la fiscalité, on sait comment on peut acheter, comment est-ce qu'on peut vendre, et donc c'est plus facile. Et ça coûte beaucoup moins cher pour des entreprises, puisque ça leur permet d'acheter des crypto-monnaies sans avoir à les détenir et sans avoir toutes les contraintes. Et donc, l'ETF Bitcoin a boosté le marché à mort. Il y a eu un ETF sur Ether, tout le monde attendait qu'il soit accepté. Quand il a été accepté, eh bien, il y a eu une première journée très positive, 107 millions de dollars d'entrées nettes. Donc si on prend les entrées moins les sorties, ça reste positif. Alors que je vous rappelle quand même, il y avait un géant, Grayscale, qui avait déjà, je crois, quelque chose de l'ordre de 9 milliards de dollars d'Ether. Et on s'attend toujours à ce que ça sorte, mais en effet, il y a beaucoup de gens qui quittent Grayscale, mais il y a beaucoup de gens qui rentrent sur tous les autres. BlackRock, Bitwise, 21 Shares, Vanek, qui voulait se positionner en leader avec presque les frais les plus bas, ne capte pas grand-chose, 7 millions de dollars. Et au total, ça fait quand même 100 millions de dollars de flux entrants sur un montant total de presque 1 milliard de dollars d'échanges. Mais pourquoi est-ce que Ether a baissé alors que c'est quand même des bonnes stats, c'est des bons statistiques? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, si la première journée elle est bonne, et si la première journée on voit 100 millions de flux entrants, on voit que depuis, tous les jours, il y a des flux sortants. Alors pourquoi il y a des flux sortants? Globalement, ce sont des gens qui sortent de Grayscale et qui récupèrent de l'argent qui avait été bloqué pendant très longtemps. Mais il y a quand même plus de flux sortants sur Ether que de flux entrants sur les autres ETF. Alors là, on voit des journées entre 100 à 200 millions de dollars sortants sur Ether. Ça va pas durer, ça va bouger à un moment, il y aura des flux qui vont changer, j'en suis quasiment certain. Mais 24, 25 et 26 juillet, on se rend compte qu'il y a plus de gens qui préfèrent sortir de Grayscale que de rentrer sur les autres. Donc c'est pas vraiment des flux qui sont totalement sortants, ce sont des gens qui étaient déjà investisseurs qui décident de récupérer du cash, mais on a besoin, entre guillemets, que ça se calme sur Grayscale pour pouvoir réellement voir les flux entrants vers les différents ETF Ether, qui pour l'instant sont négatifs, tout simplement. Grayscale a perdu 1,5 milliard de ses actifs, mais il leur reste encore 7,5 milliards, donc ça pourrait être négatif pendant encore quelques jours, voire quelques semaines. Mais pour le coup, je pense, vu tout ce qui sort de Grayscale, ils ont perdu 1,5 milliard et il y a que 300 millions de sortants au total sur l'ETF. Si le marché des cryptos reprend un petit peu d'énergie, je pense qu'on va avoir des flux entrés sur Ether. En tout cas, plus de flux entrants que de flux sortants. Les amis, je continue cette actualité en vous parlant de Marathon Digital qui achète 100 millions de dollars de Bitcoin. Alors pourquoi c'est important? 1, ils sont gros. 2, ils sont en bourse. 3, ils sont là depuis longtemps. 4, ils avaient une stratégie de vendre leur Bitcoin pour se développer, pour acheter du matériel, pour se structurer. Aujourd'hui, ils annoncent qu'ils arrêtent de vendre tous les Bitcoins qu'ils minent et ils commencent à en acheter. D'ailleurs, ils annoncent dépenser 100 millions de dollars de trésor pour acheter du Bitcoin et pour accélérer leur accumulation. Donc, quand on voit des gens qui sont dans l'industrie du minage depuis très longtemps qui disent « Ah, ça y est, on passe en mode accumulation, on arrête », non seulement c'est un signal fort, et ensuite, c'est quand même un moyen de leur dire « Les gars, il fallait faire ça quand il était à 30 000 dollars. » Alors, l'annonce que je voulais vous faire, c'est celle de Tada. Alors, globalement, Tada, pour ceux qui suivent et pour la communauté, vous savez que l'application est enfin release le 29, c'est-à-dire qu'elle sera sur Android et sur iOS, les gens vont pouvoir la télécharger et n'importe qui pourra y accéder, pas simplement les gens qui sont en bêta. Pour ceux qui sont en bêta, attention à bien utiliser la nouvelle appli Tada avec votre ancien mail pour récupérer le travail que vous avez pu générer. La légende raconte que vous aurez peut-être une surprise quand vous vous connecterez. En attendant, faites bien attention à utiliser le même mail. Deuxième chose, il va y avoir beaucoup de choses qui vont apparaître, comme par exemple une price pool qui va être distribuée, je ne sais pas c'est tous les combien de temps, mais en tout cas, à la fin d'une certaine période de temps, en fonction du nombre d'actions et du nombre de budgets qui auront grossi cette price pool, ce sera distribué à un certain nombre d'utilisateurs. Sachant qu'il y aura deux choses à gagner, des tokens Tada, mais également des gemmes qui permettent d'avoir certains avantages dans le jeu. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y a, pour le coup, les premiers impacts on-chain sur l'application Tada. Ce qui veut donc dire que quand vous avez l'appli Tada, non seulement vous avez tous les achats automatiques sur l'application, mais vous avez également le wallet décentralisé qui apparaît. Et ce wallet va permettre non seulement aux utilisateurs d'interagir avec des fonds on-chain, mais il y a plein
d'actions sur l'application qui vont pour la première fois ne pas être faits en base de données. Toutes les transactions, que ce soit des TADA qui sont échangés contre des gemmes, les achats in-app, le slashing, quand quelqu'un a fait une to-do et qu'il n'a pas fait correctement et qu'il y a un slash, c'est également une ou plusieurs transactions par snapshot on-chain. Évidemment, il y a des bundles, le but c'est pas de faire 1 million de transactions. Au niveau des dépôts de caution, pour l'instant c'est pas encore on-chain, mais c'est déjà implémenté côté back-end, donc ça arrive. Et ensuite, inscription, withdraw, deposit, envoi, réception, distribution de la price pool et crédit de la price pool seront des transactions qui vont être faites on-chain directement. Donc ça va permettre de commencer à avoir non seulement un nombre de transactions générées par TADA sur le réseau EGLD, donc ça va faire du flux, et petit à petit, le reste, ça va être d'automatiser tout. Pour l'instant, il y a des bundles. Des fois, une transac ne sera pas envoyée en single. Ils vont attendre d'avoir 5, 10, 20 transactions pour faire une transaction bundle et écrire ça sur la blockchain. Mais le but, c'est qu'à la fin, tout soit totalement automatique et tout soit généré transaction par transaction. Proton Mail annonce tout simplement son Proton Wallet. Alors, j'ai pas regardé tous les détails. Il me semble qu'il était payant. J'ai eu l'impression que c'était ça. Il faut que je creuse pour comprendre comment ça marche. En tout cas, il me semble qu'ils ont un service payant. Mais pour le coup, je crois qu'ils ont un Drive, ils ont un VPN. Ils sont très connus pour leur accès sur la simplicité et surtout sur la confidentialité. Affaire à suivre, mais c'est assez intéressant parce que je trouve que ça va parfaitement dans leur ADN d'avoir un portefeuille de crypto et donc une gestion de clés privées. Je vous renvoie à cette vidéo sur le minage, dans lequel je vous parle du mining de Kaspa et de Bitcoin pour vous dire est-ce que c'est rentable, mais surtout est-ce que c'est rentable pour vous de miner. Et dans cette vidéo, je vous explique que à part avec un mineur de Bitcoin vraiment dédié à ça, aujourd'hui c'est quasiment impossible de miner du Bitcoin. En l'occurrence, c'est faux. C'est-à-dire que c'est possible. Et il y a un mec qui, avec une petite machine, alors c'était une machine qui servait entre guillemets à ça, mais qui n'a plus aucune puissance, quoi. C'est ridicule. C'est avec une puissance ridicule. Il a eu un coup de cul, quoi. Il a gagné au loto et il a validé un bloc. Ça lui rapporte donc 206 000 $, alors qu'il laissait tourner sa petite bécane qui, mathématiquement, n'a aucune chance de valider un bloc. Et lui, solo, c'est lui là, il a validé tout seul. Et il s'est pris 3 bitcoins et quelques de récompense. Oh, t'imagines la notif quand tu rentres à la maison. En plus, il mine tout seul. Il passe pas par une pool. Il est connecté tout seul au réseau avec sa petite machine. Donc, il a aucune chance mathématiquement d'espérer la rentabiliser un jour. Il mine, il dépense de l'énergie. Ça, c'est l'esprit Bitcoin. Comme quoi, tu peux tomber sur n'importe quel bordel dans le monde, une pool de Bitcoin peut réussir à s'emparer du... T'es pas à l'abri qu'un mec tout seul dans son coin avec sa petite machine, il valide un bloc. C'est assez dingue, je pense vraiment que c'est l'esprit Bitcoin. Ce mec a pris 210 000 $. Tout dernier point de ce live, c'est Blocklords. Je voulais l'introduire rapidement. J'aime bien les jeux de stratégie et donc naturellement, quand j'entends parler d'un jeu de stratégie sur PC et qui en plus est distribué par Epic Games, les amis. Si vous avez Fortnite sur votre ordinateur, vous pouvez télécharger Blocklords. J'ai trouvé ça super cool. Du coup, je les ai contactés. Le concept, pour faire très simple, c'est tu as 2 types de joueurs. Tu as les lords qui vont protéger certains farmers et des joueurs qui sont farmers. Pour l'instant, il me semble qu'il n'y a que le côté farming dans le jeu, c'est-à-dire que vous êtes un farmer, vous allez développer votre village, collecter des ressources et vous allez payer votre roi, votre fameux lords. Le lord, lui, doit vous défendre. Lui, il va protéger les différents terrains. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ils ont créé une vraie économie autour de ça et l'économie, vous l'avez bien compris, elle est connectée à un jeton réel, le token lords, qui pour le coup permet de connecter l'hôtel des vente du jeu et la valeur de toutes les ressources avec de l'argent réel. Donc un sacré bordel, une économie financière très compliquée, faut le dire, dans le sens où dans un jeu comme World of Warcraft ou dans un jeu de stratégie comme Starcraft, tes ressources c'est tout ce que tu as. Tout est orienté autour de tes ressources. Ton objectif c'est de faire un maximum d'actions par minute et de prendre des actions qui sont rentables. Prendre les meilleures décisions pour avoir un maximum de résultats en un minimum de temps et en utilisant un minimum de ressources. Quand tu commences à créer quelque chose comme ce jeu et à donner une économie réelle, tu dois donner des avantages à ceux qui payent, normal, tu as une économie liée à ton business et ton entreprise, mais sans que ce soit un pay to win, parce que sinon tu dénatures l'envie de jouer réellement. Tu dois permettre à certains joueurs de farmer dans le jeu et de gagner des tokens, donc de farmer de l'argent finalement, mais le joueur, lui, ne peut pas tout vendre, il doit garder certaines ressources, parce que sinon, il peut pas développer son village et il gagnera pas plus, et tu dois payer, quand t'es farmer, ta redevance à ton lord, parce que sinon t'as pas tes terres en fait. Donc, je trouve que c'est vraiment cool. Je trouve qu'il y a une vraie grosse dynamique. Il y a des enjeux de malade, les gars. Parce que faire un bon jeu de stratégie et de combat, dans lequel tu as des héros. Les héros, c'est par exemple ton héros, quand il est avec les farmers, il farme plus vite. Et du coup, voilà, le déplacement des unités et tout, on est vraiment au début de ce qu'ils vont faire. Mais ce qui m'a plu, c'est que non seulement
le mec est francophone, donc tout de suite je rentre dans le jeu, et puis je tombe face à un entrepreneur qui me parle gaming. Tu sais, moi j'étais là, token, crypto, allocation, investisseur, il fait non, mais attends, est-ce que tu as testé le jeu? Est-ce que tu as vu le lien entre l'hôtel des ventes et les farmers? Ah, il a dégagé ce truc qui m'a plu. Et puis ensuite, comme c'est des gens qui ont déjà fait des jeux vidéo, c'est des gens qui ont une expertise. Jusqu'à présent, vous l'avez vu, j'ai investi dans pas mal de sociétés qui font du gaming crypto et la plupart du temps, c'est décevant. Mais pour le coup, eux, ils sont déjà live. Maintenant, il faut qu'ils développent tous les pans du jeu qui ont été annoncés, mais c'est quand même relativement intéressant. Et naturellement, d'autres jeux dans lesquels je suis skin in the game, comme Cross the Ages, etc., mais qui sont plus qu'un jeu finalement. En tout cas, plus qu'un jeu mobile comme il l'était au début, puisque c'est carrément un lore, c'est carrément une histoire, c'est carrément un livre. Et pour le coup, le plus intéressant reste à venir également sur Cross the Ages. Bref, si ça vous intéresse, je voulais vous partager tout ça parce que je suis très content et qu'ils sont live cette semaine. Donc la team était contente de me dire que enfin ils avaient quelque chose à présenter qui était sur la blockchain. Donc je voulais vous le mentionner à ce moment-là.